Pour ceux qui regardent toutes les conférences, vous pourrez sauter cette petite intro pour les suivantes. Par contre, ce que je vous suggère de faire, c'est d'écouter ce que je vais dire juste après, puisque je vais vous présenter un petit peu pour chaque conférence, un peu l'intervenant et le contenu de la conférence. Guillaume Fontaine est sculpteur sur bois, mais pas que sculpteur, puisqu'il est également tourneur sur bois. Et bon, naturellement, il va bien sûr nous parler de tournage sculpté. Vous avez vu un peu le... Hein, voilà. Là où ça va être intéressant, c'est qu'il va nous parler de l'utilisation d'un tour à bois pour ébaucher une pièce creuse, et puis pour ensuite la sculpter. Et vous allez voir que les pièces qu'il va présenter sont absolument magnifiques. Guillaume Fontaine. Guillaume, tu vas nous parler de tournage sculpté. Déjà, c'est magnifique. Les pièces qui sont là-bas, que les personnes sont en train d'admirer, c'est toi qui les as réalisées également? Oui. Oui, oui. Ça, c'est à vous dégoûter de faire de la menuiserie, ça. Ah, c'est chouette. Ah, je vais l'emmener chez moi, celle-là. Avec des entrelacs et tout. Non, de chien. Le niveau de détail du truc. Merci beaucoup. Merci à toi. Bonjour à tous. Alors moi je m'appelle Guillaume Fontaine. Je suis sculpteur ornemaniste de profession et donc j'enseigne cette spécialité en lycée professionnel, donc à Château-Chinon dans le Morvan. Et donc j'enseigne à des jeunes qui ont entre 18 à 24 ans en moyenne et qui viennent pour faire des formations art du bois. Donc moi je voulais vous présenter un petit peu le travail de tournage et de sculpture en fait aujourd'hui. Et donc j'ai ramené un petit peu quelques pièces et je voulais les expliquer un petit peu quels sont les types de textures et comment on peut travailler en fait, comment on peut interagir en fait avec ces différentes spécialités. Donc moi j'ai commencé la sculpture en fait en 2000 et j'ai jamais vraiment arrêté. J'ai commencé par faire des études donc à Moran-en-Montagne, au lycée Bervianotte. Ensuite, j'ai fait des études d'ébénisterie et de sculpture, et puis ensuite j'ai voulu poursuivre en fait la sculpture à un niveau supérieur. Donc j'ai continué mes études en fait en Belgique, à l'Institut Saint-Luc de Tournai, où j'ai fait une formation bac professionnel avec une année supplémentaire. Donc ce que je voulais vous présenter en fait, c'est que le métier de sculpteur tourneurs, en fait, ils vont vraiment de pair. Pour moi, c'est vraiment deux activités qu'il faut essayer d'associer. Au jour d'aujourd'hui, en fait, le métier de tourneur, il est vraiment en train de s'orienter vers la sculpture. Et la sculpture ornementale, elle fait de moins en moins rêver. Alors, on aura toujours besoin de sculpteurs ornemanistes dans le cadre de chantiers de restauration pour restaurer du patrimoine local, par exemple, pour de l'ameublement, du mobilier qui peut être vermoulu, qui peut être abîmé. Donc les élèves, ils apprennent à faire des reproductions de sculptures, d'ornements à l'identique. Et dans le cadre de cette profession, en fait, ils peuvent réaliser des projets personnels qui leur correspondent, et donc c'est-à-dire faire des productions beaucoup plus contemporaines. Donc que ce soit le métier de sculpteur ou de tourneur, en fait, dans les deux cas, on travaille sur la décoration intérieure, généralement sur du bois. On peut réaliser tout ce qui est ornement ou des éléments de meubles. On peut réaliser aussi des expressions artistiques, c'est-à-dire des pièces, des créations, hein, tout simplement, qui peuvent s'inspirer de différents univers. Et on peut vraiment interagir avec ces spécialités. Donc le petit coffret que je vous présente ici à droite, en fait, c'est un projet qu'on avait réalisé, c'est un prototype qui avait été réalisé par moi-même, mais pour les élèves. Donc là, l'idée, en fait, c'était vraiment d'interagir entre les spécialités, où on avait une base qui était tournée, donc un petit coffret, et on voulait rajouter de la sculpture dessus. Donc je vous présente maintenant un petit peu les étapes de réalisation. Donc comme il n'y a pas de sculpture sans dessin, on est déjà obligé
de trouver un dessin et ensuite on va s'interroger sur les moyens de transférer le dessin sur cette pièce. En général, on ne commence pas une sculpture à la volée, on ne se laisse pas aller comme ça directement avec les outils. On a besoin d'avoir des repères. Donc le dessin qui est ici tout en haut à droite de l'écran, en fait, c'est un ornement, c'est inspiré d'un ornement celte et c'est celui qui a été transféré sur la boîte. Pour transférer ce dessin, en fait, donc vous avez la boîte ici qui est sur la gauche et pour transférer ce dessin, on avait utilisé du papier carbone. C'est-à-dire que c'est un papier qui nous permet de transférer le dessin. On vient positionner directement le papier carbone avec la face ancrée sur la pièce. Alors évidemment, ça fait quelques plis puisqu'on a un petit peu de volume, mais on arrive quand même, en le scotchant, à le positionner correctement. Et ensuite, on va positionner de la même manière notre dessin dessus. Quand on va prendre un crayon, par exemple un stylo bille, et qu'on va appuyer assez fort sur notre tracé, celui-ci va se transférer directement sur la pièce de bois. Et c'est ce qui nous permet d'avoir la meilleure lecture au niveau du tracé. Si j'utilise par exemple un papier calque sur une pièce en noyer et que je transfère du crayon graphite, je vais me retrouver avec un tracé qui sera difficilement lisible sur un noyer, puisque l'essence de bois va être relativement foncée. Une fois que ce prototype avait été réalisé, donc il va y avoir plusieurs étapes de sculpture, et comme c'était un projet qui était destiné, qu'on voulait faire aux élèves, le prototype, la sculpture avait été moulée, et ensuite on avait réalisé différents plâtres en fait, qui vont servir de référence en fait pour les élèves. Quand on apprend à faire de la sculpture ornementale, en fait, on part toujours d'un modèle que les élèves apprennent à reproduire à l'identique. Voilà, donc ils avaient tous un modèle pour réaliser ce travail. Là, je continue avec la suite, avec les différentes étapes. La pièce de noyer qui est tout en haut à droite, en fait, c'est le stade où on avait le transfert du dessin au papier carbone. Alors évidemment, j'avais déjà commencé un petit peu à travailler la sculpture, puisqu'il faut bien imaginer que sur les parties qui sont ici, où vous avez l'anneau, en fait, pour faire toutes les petites billes qui sont ici, il faut laisser une petite moulure au moment du tournage. Ensuite, il va falloir enlever directement la matière entre chacune de ces petites billes pour pouvoir ensuite sculpter le volume qui va rester. Pour réaliser le travail de sculpture, en fait, sur le haut du coffret, on a utilisé une petite Dremel avec le support de défonceuse et des toutes petites mèches. Et on a utilisé finalement une défonceuse pour aller chercher tous les petits fonds intermédiaires qui se trouvent ici. Alors vous allez me dire, une défonceuse, en principe, on l'utilise sur quelque chose qui est plutôt plan. Mais sur ce type de coffret, en fait, on arrive quand même, comme la surface est relativement cintrée et qu'on n'a pas quelque chose de trop rond, on arrive quand même à contrôler la défonceuse et aller chercher tous ces petits fonds en fait, pour gagner en temps, en rapidité et aussi en précision. Donc ensuite, on va avoir tout un travail de sculpture avec les gouges, avec les outils traditionnels que je vais vous présenter à la suite, qui vont nous permettre de séparer par exemple des masses de matière, et différents outils qui vont nous permettre de faire notre mise au plan, c'est-à-dire qu'on va faire passer des éléments dessous, d'autres dessus, et ainsi de suite. On peut avoir plusieurs niveaux, plusieurs plans en fait dans une sculpture. Toutes les sculptures qui sont réalisées ici, en fait, on va parler de bas-relief, puisque c'est des sculptures en fait qui ont peu de saillies et qui ressortent pas franchement de la pièce. Là, vous avez un exemple en fait de coffret qui avait été terminé, donc il a reçu une petite teinte pour rehausser la couleur du noyer, et on a fait une finition ici. Alors c'est pas du métal, c'est du bois, mais on a imité en fait des cerclages qui auraient été riftés avec des clous ici, et une tôle un petit peu qui aurait été martelée. Mais en réalité, tout a été sculpté dans le bois. En fait, c'est juste un effet de matière en fait qui a été provoqué et renforcé avec différents produits. Les produits qui ont été utilisés ici pour renforcer cet aspect, en fait, c'est une teinte déjà sélective, c'est-à-dire qu'il y a juste l'anneau qui a été teinté d'une part. J'avais utilisé du scotch de masquage de part et d'autre pour éviter d'avoir des bavures. Et ensuite, j'ai utilisé une cire ici, et même ici, une cire technique qui est mélangée avec de la poudre de graphite. Donc la poudre de graphite, c'est ce que vous avez le graphite, c'est ce que vous retrouvez dans votre crayon de papier. Et quand vous avez une poudre très très fine mélangée à une cire, ça vous donne un effet métallique une fois que vous avez poli tout ça en fait. Donc là on a bien un mélange en fait, on a bien le tournage qui intervient pour réaliser le coffret qui
servir de support en fait à la sculpture. Donc ici, voilà, j'ai mis d'autres photos de détails en fait de la pièce. Donc une vue de profil en fait pour se rendre compte un petit peu de la forme, une vue de la pièce qui a été ouverte et puis le coffret définitif. Et donc tous les élèves ont réalisé cette pièce. Voilà. Donc en art du bois, en fait, quand on travaille en sculpture qu'on est sculpteur ornemaniste et qu'on travaille sur du décor ornemental, que ça peut être de la feuille d'acanthe, du mobilier de style, on va toujours privilégier en fait un bois sur quartier qui a été. Donc là ici vous avez un débit sur plot. Et on va privilégier le bois de quartier. Donc en fait, le quartier, ça va être la zone qui se situe à ce niveau-là, donc à l'opposé du cœur et à l'opposé de l'objet qui est ici. Ça vous permet d'avoir un bois qui est vraiment droit de fil et on essaye de purger un maximum de défauts pour plus de facilité au niveau culture. Moi, ce qui m'intéresse en fait dans le tournage, c'est qu'on n'est pas obligé d'acheter du bois qui est sec sur quartier, qui va coûter très très cher. On peut utiliser en fait tout type d'essences qui seront issues de récupération. Hein. Moi, il n'est pas question d'abattre un arbre pour réaliser des pièces. Donc c'est que du bois qu'en général on me le donne. Et j'offre une pièce en échange à la personne qui m'a offert le bois. Voilà. En tournage, ce qui est aussi intéressant, c'est que du coup, comme on récupère la matière, ça coûte pas grand-chose. On peut faire plein d'expérimentations, plein d'essais. C'est un petit peu pour cette raison que moi, je ne fais pas du tout de sculpture ornementale chez moi. C'est-à-dire que je ne vais pas faire de feuilles d'acanthe, je ne vais pas faire de coquilles, je ne vais pas faire de sculpture de style chez moi. J'en fais déjà toute l'année avec mes élèves. Et quand je rentre chez moi, au lieu de partir en vacances, je pars dans l'atelier et puis je vais faire des expérimentations, des recherches sur des pièces, des essais. C'est vraiment ce qui m'intéresse, quoi. Moi, ce qui me plaît aussi, c'est que le tour, en fait, à bois, je l'utilise pas du tout de manière conventionnelle, c'est-à-dire que ça m'intéresse pas du tout de faire des balustres d'escalier, ça m'intéresse pas du tout, même de tourner mes manches d'outils, ça m'intéresse pas, en fait. Le tour à bois, moi, je veux vraiment l'utiliser pour ébaucher, c'est-à-dire enlever rapidement beaucoup de matière et faire des formes qui sont creuses. Ce qui m'intéresse avec le creusage, en fait, c'est que quand on travaille finement le bois vert, justement, il va pouvoir se déformer sans casser. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je recherche. En général, on purge toujours les défauts, mais moi j'ai tendance à complètement les conserver. C'est-à-dire que pour moi, que ce soit de l'aubier ou même le cœur, j'ai présenté différentes pièces là-bas, je travaille carrément plein cœur en bois de travers. Par contre, le bois, je le travaille tout de suite. C'est-à-dire que je lui laisse pas le temps de fendre. Je vais faire tout de suite la forme extérieure et je vais tout de suite aborder le creusage. C'est-à-dire que quand je commence une pièce comme celle-ci, si je veux pas qu'elle fende, je vais commencer le matin à profiler la forme extérieure. Et quand j'aborde l'étape de creusage, je ne sors de l'atelier que quand j'ai terminé la pièce. Si je reviens le lendemain et que je l'ai laissé sur le tour parce que j'étais fatigué, que j'ai pas pu continuer, la pièce en général, elle a déjà commencé à se déformer, elle ne tourne plus correctement. Et si vous reprenez votre creusage, vous risquez d'avoir une épaisseur de paroi qui ne sera pas homogène, pas régulière, et la pièce risque fortement de casser, quoi. Pour réaliser ce type de pièce, par exemple, je vais vous donner une idée, mais plus le diamètre de l'entrée est réduit, plus vous allez passer de temps au creusage, puisqu'on passe à peu près autant de temps à sortir les copeaux par le petit trou qu'à creuser la pièce en fin de compte. Et ensuite, il faut trouver le bon ratio entre un outil qui va être... le bon ratio avec l'épaisseur du copeau. C'est-à-dire que si vous faites des copeaux, quand vous creusez l'intérieur, qui sont beaucoup trop gros, beaucoup trop forts, vous n'arriverez pas à les évacuer de la pièce. Par contre, votre creusage sera plus rapide. Si au contraire, vous faites de la poussière, donc avec des outils de coupe qui ne sont pas adaptés ou qui sont trop fins, c'est pareil, vous n'allez pas avancer dans votre creusage. Donc il faut trouver le bon ratio. Il existe des outils avec limiteur de passe qu'on va voir un petit peu après. Des outils pour le travail en bois de fil, des outils pour le travail en bois de travers. Les outils avec l'émetteur de passe, quand on travaille dans ce genre de forme, en fait, et que les copeaux ne peuvent pas s'évacuer tout de suite, ils ont tendance à se colmater et ils vont perdre en efficacité en fin de compte. Il y a toute une sorte d'outils en fait, qui ont été élaborés ici, sans l'émetteur de passe, qui permettent de faire un travail vraiment exceptionnel, très très fin. Par contre, ils sont un petit peu délicats à utiliser, donc je vais vous les présenter après par la suite.
Si vous voulez, vous pouvez vous faire tourner la pièce qui est ici. Et vous pouvez regarder un petit peu l'état de surface à l'intérieur. Donc cette pièce-là, c'est une loupe de tilleul en fait, qui a été creusée uniquement pour le petit trou qui est ici. L'avantage de cette pièce, en fait, c'est qu'il y avait des creux naturels en forme et que grâce à la force centrifuge, il y a une partie des copeaux qui s'est évacuée par les trous, ce qui facilite un petit peu le travail et ce qui permet de gagner du temps. Et comme cette pièce, elle est relativement fine et légère, elle s'est creusée très rapidement. Si vous voulez, vous pouvez la faire tourner, il n'y a pas de problème. La feuille va tomber par contre. Comme ça vous permet d'apprécier le poids et de vous rendre compte. Je peux faire tourner les pièces et puis on pourra venir voir après les autres. Donc évidemment, la mise en forme, je la fais pas avec les mêmes outils. Hein. Moi, j'utilise une gouge à creuser avec les ailes qui reculent franchement en arrière, mais très très loin, presque 4 cm. Et en fait, je peux l'utiliser un petit peu comme une plane, ce qui me permet de faire des copeaux assez longs et de vraiment dérouler du copeau. Donc là, je vous ai mis, c'est pas une photo, c'est un petit extrait de vidéo que je vais lancer en fait pour vous rendre compte un petit peu la vitesse à laquelle on peut ébaucher. La pièce qui est ici sur le tour, c'est un tour frontal, en fait, il n'y a pas de banc, il n'y a pas de contrepointe, donc elle est uniquement prise en l'air. Pour vous donner une idée de l'échelle, le morceau faisait 180 kg quand je l'ai monté sur le plateau sur le tour. Donc c'est des pièces de grosses dimensions, et on a un tour qui est suffisamment puissant pour entraîner ce genre de pièces. Donc je vous mets normalement la vidéo qui doit se lancer. Alors il n'y a pas de son, hein, c'est fait exprès, mais c'est pour vous permettre de visualiser un petit peu comment ça se passe. Donc là, vous avez vraiment les copeaux qui se déroulent, un petit peu comme si c'était un ruban. Et j'adore du coup ces rubans, puisque j'arrête pas d'en faire un petit peu partout sur mes pièces. J'adore, on les retrouve un petit peu partout. Hein. Donc c'est juste un extrait vidéo, parce que je voulais pas que ça prenne trop de temps. J'avais présenté quelques pièces aujourd'hui, hier, tout le week-end en fait, sur le stand Orio aussi. Et une question qui revient tout le temps, c'est comment vous creusez en fait vos pièces, comment vous vous y prenez. Donc du coup, moi je voulais... aussi vous présenter ma manière de travailler pour vous donner l'envie d'essayer, vous donner l'envie d'aller plus loin. C'est un petit peu l'idée de cette conférence, hein, c'est de mélanger un petit peu les spécialités, de chercher les choses. Donc le travail de creusage, en fait, c'est vraiment quelque chose qu'on fait au senti. Moi, j'adore faire des pièces assez grosses avec une toute petite entrée. Je trouve ça vraiment esthétique. Et par contre, c'est pas toujours évident. Donc sur des petites pièces comme celle que j'ai fait tourner, je vais utiliser des outils comme ceci, que je vais vous faire tourner après, hein, vous pourrez les voir les outils, voire même des outils comme ça. Alors ce genre d'outils, en général, ça fait plutôt peur aux gens, mais si vous avez les bonnes infos et qu'on vous explique un petit peu comment on les utilise et comment ça marche, c'est une vraie merveille. Ces outils-là n'existent pas dans le commerce, il faut les réaliser en fait, et je vous expliquerai aussi comment on fabrique ce genre d'outils. C'est-à-dire qu'à moindre coût, vous pouvez vous faire des outils qui sont formidables et qui fonctionnent très très bien. Évidemment, plus les porteuses elles vont être fines en diamètre, plus vous risquez d'avoir de vibrations. Et donc les vibrations, ça devient dangereux. Il va falloir adapter aussi la diamètre des outils par rapport aux dimensions de vos pièces. Donc pour celle-ci, on est sur du 10 mm. Là, ici, j'étais sur du 19 mm au niveau de la porteuse. Donc la porteuse, c'est la partie qui va tenir la partie coupante. Hein. Et pour réaliser ces pièces de cette dimension, c'est une barre à mine de 30 mm que j'ai modifiée, sur lequel j'ai rajouté un manche et sur lequel j'ai mis une tête de coupe. Donc on adapte les outils. Donc pour vous montrer un petit peu le creusage, c'est pareil, l'extrait vidéo dure pas très très longtemps. Comme la pièce était très lourde, là j'avais bricolé en fait un petit support avec 2 roues de roller ici en dessous pour soulager le poids de la pièce en fait, mais qui était fixé directement sur mon porte-outils ici. C'est une petite astuce. Et puis de toute façon, j'avais pas le choix parce que j'avais commis une erreur en fait sur cette pièce, c'est que je l'avais montrée sur un très très gros mandrin et il y avait un peu trop de poids pour le mandrin. Donc du coup, j'étais obligé de trouver une astuce avec les roulettes dessous, donc faire une lunette ouverte pour soulager le poids de la pièce. Alors on me demande aussi souvent, quand je creuse, on me dit souvent que je vois pas du tout ce que je fais, c'est vrai. C'est vraiment un travail au senti, il faut vraiment sentir ses outils, et il faut écouter un petit peu le bois, il nous donne des informations quand on creuse, c'est-à-dire que
Vous allez sentir des choses, vous allez sentir des vibrations, et vous entendez quand vous commencez à voir une paroi qui commence à avoir la bonne épaisseur. En général, il y a un bruit assez particulier et on ne peut pas travailler en musique quand on fait ce genre de travail. Il faut vraiment écouter, c'est vraiment un travail de sensation. Alors il y a quand même des moyens de mesure et de contrôle qui nous permettent de savoir un petit peu où est-ce qu'on se situe. Est-ce qu'on a des escaliers à l'intérieur? Est-ce qu'il y a un endroit où j'ai 2 ou 3 cm et puis un endroit où je vais découper la pièce? On peut utiliser des compas par exemple à 4 voix. Donc c'est des compas, pareil, j'ai mis des photos à la suite du diaporama pour vous permettre de bien comprendre et pour illustrer mes propos. Et on peut utiliser aussi ce qu'on appelle un spexor. Donc le spexor, j'ai aussi mis une vidéo, c'est un petit compas en fait avec une lecture digitale et vous avez une bille magnétique avec un palpeur. Vous mettez la bille dans votre pièce et puis avec le palpeur, elle est aimantée de l'autre côté. Et vous avez la lecture directe en fait de l'épaisseur de votre pièce. Ça c'est très intéressant quand on fait du tournage, puisque quand vous allez tourner votre pièce et qu'elle est sur un mandrin, vous avez un tenon ici, qu'il va falloir enlever par la suite. Pour enlever ce tenon, alors pas sur cette pièce-là, puisque évidemment elle est ouverte, mais sur une pièce qui serait complètement fermée comme celle-ci, et c'est ce que j'avais fait. Moi j'avais fait une pièce de reprise avec de la mousse, j'avais positionné ma contrepointe pour maintenir ma pièce sur le tout. J'avais mis ma petite bille à l'intérieur, j'ai fait mon tournage avec la bille à l'intérieur, et pour vérifier ce qui restait comme épaisseur ici, j'ai retrouvé ma bille avec le palpeur, et ça me permet de vérifier l'épaisseur ici. Ce qui est plutôt très intéressant. Alors les outils de creusage pour le bois de travers, on peut utiliser donc les gouges à creuser, ça c'est des outils que tous les tourneurs connaissent, c'est celle qui est située ici. Celle-ci, moi je pourrais la commencer à la gouge à creuser, ce qu'on va très vite être limité par le diamètre de l'entrée en fait. Le Munro qui est ici, en fait, moi je l'avais utilisé pour creuser cette pièce. Donc c'est un Munro Jumbo, on peut le trouver auprès de mon arbre, chez Dominique un petit peu plus loin là. Et celui-ci est équipé moi j'avais rajouté des vertèbres, enfin, ce que j'appelle les vertèbres. C'est des articulations en fait qui me permettent d'aller chercher un petit peu comme ces outils en fait qui me permettent de déporter le coupoir pour aller chercher mes formes beaucoup plus loin. Donc là, ce que j'appelle les vertèbres en fait ne sont pas montées sur l'outil, mais ça vous permet vraiment d'articuler la tête. Et là, vous avez un outil qui s'appelle un Woodcut Proform. Donc c'est une sorte de couteau en fait ici avec un limiteur de passe en laiton ou en bronze. Et en fait, on peut avoir un réglage assez précis pour éviter de se faire entraîner et donc de perdre le contrôle de l'outil. Tout ça, c'est des outils qu'on utilise pour le bois de travers. Maintenant, il existe d'autres outils pour creuser en bois debout. Tous les creusages qui sont là, en fait, même la sphère qui est là-bas, c'est tout du creusage en bois de travers. C'est-à-dire que moi, j'aime bien avoir les cœurs sur les côtés. Je creuse rarement en bois debout. Donc le bois debout, c'est quand on travaille dans l'autre direction. Ici, au niveau des outils de creusage, voilà, j'en ai toute une série. Donc, on a différents crochets. Celui-ci, il est affûté sur presque 5 cm. Donc là, on fait vraiment des copeaux très très forts. Ici, vous avez un crochet jurassien, le crochet martel qui est légèrement incliné, les outils thermites donc de différentes tailles qu'on peut utiliser dans les deux sens. Et ici, vous avez les crochets Weidemann qui sont soit droits, soit légèrement inclinés en fonction de ce que vous voulez réaliser comme forme. Alors les outils que j'utilise moi le plus souvent, parce que ça coûte quasiment rien et que c'est extrêmement efficace, c'est ce qu'on appelle des grains. Donc les grains en fait, vous avez ici ce qu'on appelle le grain. Pour moi c'est un coupoir en fait. Donc c'est une tige HSS qui a été affûtée. Donc, je vais commencer par faire le petit plat qui est ici et après j'ai un angle à 60 degrés qui est compris entre 60 à 45 degrés en fonction de l'agressivité recherchée. Si je fais un angle à 45 degrés d'ailleurs, je vais avoir un outil extrêmement agressif. Si j'ai 60, il va plutôt se comporter comme un racloir. C'est vraiment des outils de coupe, c'est-à-dire que normalement on ne sort pas de la poussière, on sort vraiment un copeau qui est très très fin et ça permet d'avoir une belle qualité de coupe. Les pièces que je vous ai montrées ici, si vous avez regardé l'intérieur, c'est brut de grain, j'ai pas pensé à l'intérieur. Donc on arrive quand même avec beaucoup de sensibilité et de contrôle à faire une passe très très douce et à bien contrôler ce qu'on fait. Alors par contre, si on y va un peu trop fort ou qu'on éternue, en général la pièce on la découpe. Ça c'est instantané. Les aciers que je vais utiliser en fait pour fabriquer ces outils,
C'est de l'acier Stub, c'est un acier qu'on utilise pour faire les poinçons, les goupilles, c'est du fer pour faire les outils, les tournevis cruciformes ou autre chose. Donc c'est un acier de bonne qualité qui est relativement dur. Et en fait, pour réaliser ces outils, moi je vais juste, par exemple, celui-ci qui est droit, je vais percer ici à 5 mm de diamètre sur 1 cm à peu près. Et les coupoirs qui sont réalisés, en fait, ils sont emboîtés à l'intérieur, ils sont juste collés avec de la superglue. C'est juste collé avec de la superglue, ça tient très très bien. Alors, je voudrais quand même dire que moi, j'ai rien inventé au niveau de ces outils. C'est un tourneur américain qui s'appelle David Ellsworth qui avait inventé ces outils-là. Moi, j'ai juste repris le concept et je me suis fabriqué mes propres outils. Je les ai essayés pour essayer de comprendre comment ça marche. Mais j'ai rien inventé. Donc, on peut les avoir en version droite. Donc, ça, c'est la version qu'on va utiliser quand on veut commencer le creusage et qu'on veut vraiment rentrer dans la forme pour aller chercher en profondeur. Et plus je vais me déporter latéralement, plus je vais utiliser des outils avec des coupoirs qui sont déportés latéralement. C'est-à-dire que celui-ci, il est déporté latéralement, mais l'outil aussi, la porteuse en Stub a aussi été découpée à 45 degrés ici, pour me permettre de faire des toutes petites entrées et de ne pas être gêné en fait par ces outils. Ce qui est assez intéressant. Les manches, ce que je vous disais, moi, ils ne sont pas tournés. Je veux surtout pas les vernir parce que j'aime bien quand ça absorbe un petit peu, quand on a les mains moites, en fait. J'aime pas cet effet plastique. Et si je fais des facettes aussi, c'est pour les empêcher de rouler. Il n'y a rien de plus désagréable qu'un outil qui roule et qui finit sa course par terre. Donc les facettes, la section octogonale est vraiment très très intéressante. Donc là, celui que je vous ai mis, en fait, c'est une version qui est coudée. Je ne l'ai pas sorti ici, mais j'en ai plein mon sac de golf, parce que c'est pratique, il a la bonne dimension et ça coûte pas cher. Vous pouvez les faire tourner si vous voulez voir de plus près. Celui-ci, c'est un grain, c'est un coupoir HSS en 5 mm. Ça vous permettra de mieux visualiser comment on les utilise. Et après, j'en ai réalisé d'autres aussi, que vous pouvez aussi vous faire tourner. Alors ceux-là, ils sont différents. Ils sont réalisés avec des petites plaquettes au carbure de tungstène de 5 mm. Elles sont toutes petites et c'est celles qui sont utilisées sur les petites fraises rotatives. L'intérêt, c'est que vous avez une qualité de coupe qui est très intéressante et qui est vraiment durable dans le temps. Et quand votre pastille commence à s'émousser un petit peu, vous la dévissez, vous la tournez d'un tiers et puis vous pouvez retourner travailler. Vous pouvez faire ça plusieurs fois. N'hésitez pas à vous faire tourner les outils. Alors vous verrez, les manches, c'est très... les viroles qui sont dessus, c'est de la cordelette, c'est même pas du métal, mais ça suffit. Et les outils ont été emmanchés à chaud à l'intérieur. C'est-à-dire que les porteuses en Stub que vous avez ici sous les yeux sont réalisées dans un Stub de 10 mm de diamètre. Donc j'ai réalisé un perçage à 9,5. Ensuite, les soies qui avaient été réalisées, donc c'est la partie qui permet l'emmanchement, qui est de section un petit peu pyramidale avec des facettes. Elle a été chauffée au chalumeau pour être emmanchée à chaud. Et ainsi, ça permet en fait à la porteuse de brûler le bois et se positionner, en fait, placer son empreinte. Il faut surtout pas, ces outils, quand on les utilise, en fait, s'ils sont juste collés avec la tige et les cylindriques, elles risqueraient de tourner avec l'effort de coupe, et ça peut être dangereux. Donc celles-ci, elles sont collées, mais je les ai même pointées, elles ont été percées, puis j'ai rajouté un rivet en acier pour vraiment les empêcher de tourner. Et sur les outils où on peut avoir un gros effort qu'il faut vraiment bien tenir, j'ai même mis du grip de skate ici pour l'appréhension. Alors vous pouvez regarder ceux-là, ils sont lestés avec de la grenaille aussi, les manches. J'aime bien les manches quand ils sont, on l'entend, si on secoue le manche un petit peu comme un hochet. Ceux-ci sont lestés en fait. Ah bah il y en a, ils sont vraiment très légers et celui-ci est vraiment différent. Alors moi j'avais mis les petites billes de plomb à l'intérieur, en fait c'est parce que je me suis dit que ça pouvait casser un petit peu les vibrations qui peuvent être incommodantes et puis dangereuses pour la santé. Ça les casse pas vraiment, mais c'était surtout pour alourdir, en fait, avoir quelque chose de plus lourd et en principe ça absorbe mieux les chocs. Voilà. C'était une idée, je fais beaucoup d'expériences, beaucoup d'essais pour me rendre compte en fait de ce qui marche, ce qui marche pas, et puis comment on peut améliorer un petit peu les choses. Donc voilà, les outils, moi j'en ai toute une panoplie, c'est ceux qui sont en train de tourner. J'en ai même fait d'autres. Par exemple, pour la finition, celui-ci, il n'est pas dans le diaporama, mais je vous le présente. Alors là, il n'y a pas l'outil au bout, mais normalement, je rajoute une petite pastille HSS
Ici, c'est des fers de dégo rabot réformés en fait que j'affûte et puis je fais juste une petite saignée avec la meuleuse en fait pour l'enquiller dedans. Parce que genre on n'arrive pas à le percer avec des forêts, donc je fais juste une saignée. Vous pouvez voir, c'est une porteuse pareille elle est pas très très propre, mais on peut l'utiliser pour faire de la finition. Donc l'outil, quand je vous les fabrique, je vous ai parlé que je fabriquais une soie, donc c'est cette partie-là en fait qui va être logée dans le manche. Et en général, j'en mange sur presque 15 cm de profondeur pour avoir quelque chose qui se tienne bien. Je vous ai fait tourner un outil aussi avec des coupoirs HS16 qui sont ronds, c'est ceux qui sont ici. Donc moi j'achète ça chez les Chinois, pas très très cher. Je paye ça, je crois que c'est 10 € la boîte de 10. Donc c'est vraiment pas cher. Et ensuite, quand je réalise ces porteuses-là, je vais faire un petit usinage avec une meuleuse et après je perce avec un forêt pour les mettre en place. C'est assez facile à faire et ça coûte pas cher. Hein. Alors là, je voulais vous montrer justement comment on réalise les coupoirs HSS. Et je vous ai parlé aussi de stub. Donc le stub, c'est voilà, le fer à outils. Le tournevis, là, il est réalisé dans du stub. Le coupoir HSS, ici, donc lui par contre, c'est pas un acier stub, c'est un HSS. Et moi, je les achète en barre de 200 mm. J'achète des petits fagots. Pareil en Chine aussi. Hein. Mais ça marche très bien. Hein. Quand on voit la couleur de l'étincelle, elle a vraiment la bonne couleur. Et là, je voulais vous montrer en fait comment on réalise directement les pointes. Je voulais pas le faire ici puisqu'il va y avoir des étincelles. On a un plateau avec de la moquette, donc je me suis dit qu'une petite vidéo pouvait faire l'affaire. Alors elle dure, je crois que ça dure une petite minute parce que je fais toutes les opérations. C'est-à-dire que là, je vais commencer par faire un plat en travaillant sur le champ de ma meule, donc une meule en CBN. Alors évidemment, pour que ça aille vite pour la vidéo, j'ai appuyé un petit peu. En général, je prends mon temps pour éviter de chauffer et puis de bleuir l'acier. Là, pour la vidéo, je vais un petit peu plus fort. L'idée, c'est de vous montrer, de vous présenter la technique et pas de passer 10 minutes devant une vidéo pour voir les choses. Je commence par faire mon plat et ensuite je travaille. Donc je donne un petit peu d'ouverture, hein, je donne un petit peu d'angle. Et je travaille sur le côté de la meule et je passe d'un côté et de l'autre en fait pour essayer de faire un arrondi. Et ensuite vous allez voir, je vais le retourner. Alors je ne sais pas si c'est assez gros, si vous voyez bien. Donc on voit à la couleur de l'étincelle hein, que c'est bien de l'acier HSS. Donc il est bleui. Alors moi qui suis sculpteur ornemaniste, il est hors de question de brûler des gouges de sculpture parce que les gouges de sculpture sont en acier forgé, trempé, et si on les bleuit, on va annuler la trempe et l'outil il est foutu. En revanche, sur l'HSS, en général, moi j'évite de le faire, mais sur l'HSS, on a quand même moins de problèmes. Donc voilà ce que ça vous donne, on voit un petit peu l'angle, c'est ce que vous avez découvert aussi là sur les outils que j'ai fait tourner. Alors le diamètre de la tige, là, moi j'ai du 5, du 6 et du 8 à la maison. Le 5 c'est très bien, le 6 aussi, le 8 c'est un peu gros. Alors pourquoi c'est un peu gros? Parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait trouver le bon ratio avec l'épaisseur de copeaux. Si je prends un coupoir plus large, mon copeau va être plus large et j'aurai plus de mal en fait à le faire sortir, quoi. C'est pour ça que les coupoirs qui sont plus fins en diamètre vont faire un copeau plus fin et donc ça facilite vraiment le travail. Alors je vous ai parlé tout à l'heure des moyens de mesure et de contrôle, des compas à 4 voies. Vous avez par exemple ici les compas martels qu'on peut utiliser dans différentes positions puisque le compas ici, en fait, on peut complètement l'ouvrir pour le retourner pour utiliser cette broche-là avec l'opposé par exemple. Et donc ça vous permet vraiment d'avoir une lecture d'épaisseur sur vraiment partout, tout autour de la pièce, à condition que l'entrée soit assez grosse pour pouvoir rentrer votre compas. Donc ici, le compas martel, le problème c'est qu'il ne va pas jusqu'au bout. Même le plus gros, qui fait à peu près cette taille-là, ne va pas jusqu'au bout de la pièce. Donc c'est pour ça que j'avais, moi, investi dans le Spexor avec la petite bille, et puis là je pouvais vraiment aller chercher beaucoup plus loin, quoi. Alors après, il y en a beaucoup qui fabriquent des compas dans du fer à béton, tout simplement. Mais moi, j'aime bien les bons outils et ça permet vraiment de travailler de manière efficace. Donc là, on a un exemple et vous avez en fait une lecture directe de votre épaisseur en fait qui se situe à l'opposé. Donc c'est très facile d'utilisation et ça vous permet d'assurer le coup pour éviter de découper la pièce. Alors le Spexor, voilà, c'est pareil, je l'ai pas amené ici. Si vous voulez le voir, je pourrais vous le montrer tout à l'heure.
Donc je vous ai dit, vous avez une lecture ici digitale de l'affichage. Et vous avez la petite bille ici en acier qui est magnétique avec le palpeur. Et en fonction de l'écart qu'on va mettre ici, vous avez la lecture d'épaisseur ici. Ça, c'est un outil qui peut être très utile aussi pour les luthiers dans le cadre de restauration. Quand on veut mesurer, par exemple, l'épaisseur d'une table dans un instrument, on pourrait mettre la bille à l'intérieur et puis la déplacer à l'intérieur de l'instrument pour aller voir, avoir une lecture directe de l'épaisseur. Donc normalement, alors j'ai fait une petite vidéo, j'ai pas mis une pièce, mais on voit juste que je bouge un petit peu la bille, que je la décale du support. J'avais fait une vidéo dans une pièce, mais l'affichage digital ne sortait pas du tout à l'écran. Donc je m'étais dit que c'était pas du tout pertinent. Et là, si on regarde bien, je la décale et vous avez votre lecture directement. Donc ce modèle-là, il va jusqu'à 15 mm d'épaisseur, ce qui est largement suffisant pour l'ensemble des créations qui sont ici, puisque en général, moi, je suis plutôt de l'ordre de 4 à 6 mm d'épais, voire un tout petit peu plus, mais je vais rarement au-delà. J'aime bien en fait travailler des pièces en bois vert et les faire suffisamment fines. Quand elles sont fines, elles vont pouvoir se rétracter sans avoir de risque de fente, et ça pour moi c'est vraiment important. Alors, je sais qu'il y en a qui préfèrent les défauts, qui préfèrent avoir des gerces, voire qui font même claquer les pièces exprès, mais moi j'essaye d'éviter ça au maximum. Donc quand on a réalisé une pièce en bois vert, on va la faire sécher. La pièce que je vous présente ici, alors je ne l'ai plus, elle a été vendue, mais cette pièce-là, en fait, c'était une sphère qui était bien ronde, qui avait vraiment une jolie forme. J'ai été très content de cette pièce. J'adorais les contrastes qu'il y avait entre la partie aubier, donc qui est beaucoup plus claire, hein, et la partie du ramen. Et donc je l'ai laissé sécher 15 jours, 3 semaines dans un coin. Je l'avais un petit peu oublié. Puis quand je l'ai retrouvée, cette pièce, elle s'était déformée. Elle avait pris la forme d'une patate. J'appréciais plus du tout la silhouette. Je l'assumais plus du tout. J'avais même pensé à la détruire à un moment donné. Et puis je l'ai laissé dans un coin, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire et comment je vais qu'est-ce que je vais faire de cette pièce. Alors à force de la regarder, je me suis dit au début j'avais l'œil qui se concentrait sur la silhouette, c'était ça qui me plaisait, la silhouette aujourd'hui me plaît plus, donc il faut que je trouve quelque chose pour attirer le regard ailleurs. Et c'est là que m'est venue l'idée en fait je me suis dit pourquoi on a cette grosse bande d'aubier là, pourquoi je sculpte pas après tout je suis sculpteur, pourquoi je travaille pas cette bande là quoi. Et donc je me suis mis à dessiner dessus et puis à dessiner des choses qui me représentent, qui me plaisent beaucoup et je vais vous montrer un petit peu après ce que ça donne. Alors comme c'était la toute première de cette série en fait, enfin l'une des premières on va dire, j'étais pas encore tout à fait rodé au niveau du process et j'avais déjà commencé mon tenon là, qui était en dessous, hein, la partie cylindrique qui permet à la pièce d'être tenue sur un mandrin de tournage. J'avais commencé à la creuser avec des disques à sculpter sur des mini-meuleuses, donc des petits outils électroportatifs pour laisser ressortir 3 petits pieds, pour lui permettre d'avoir une assise, pour assurer la stabilité. C'est le cas de la pièce ronde que vous avez juste là, il y a 3 petits pieds dessous qui ont été sculptés, ça permet vraiment de la positionner. Donc ensuite je l'ai mis à sécher et je l'ai retrouvé plus tard. Alors aujourd'hui je procède plus du tout comme ça, je laisse le tenon puisque le tenon me permet de monter ma pièce après sur un étau à rotule de sculpteur et ça me permet de travailler en sécurité. Cet étau, vous pourrez le voir, il est positionné actuellement là sur le stand de Oriou en fait avec une pièce en cours. Du coup, quand je fais ce genre de travail, si j'enlève déjà mon tenon, la solution, c'est de coller un tenon rapporté à la colle chaude. Et je peux le coller, par exemple, ici, je peux le coller où je veux. Je fais ma sculpture, je le décolle après, je le colle à un autre endroit et je peux retourner la pièce, ce qui me permet de sculpter vraiment partout, quoi. Parce que si vous avez quand vous avez le tenon ici avec le mandrin, en fait, vous êtes gêné avec les outils de sculpture, vous ne pouvez pas vraiment travailler. Ça bride en fonction du sens du fil. Donc ça, c'est un petit peu mes inspirations, pardon. Je vous ai parlé tout à l'heure des copeaux et puis des formes qui, justement, ces rubans un petit peu sinueux qui tournent comme ça, là. Donc plutôt inspiré du style Art Nouveau. J'adore ce style qui est très inspiré de tout ce qui est végétaux. J'adore aussi tout ce qui est un peu street art, un peu graffiti, calligraphie arabe, tout ce qui est mouche arabiée aussi. C'est pour ça que j'ai un petit peu un motif qui est complètement ajouré avec plein de perçages.
Et j'adore aussi toutes les macrophotographies d'un artiste qui s'appelait Karl Bosfeld et qui a fait toutes des études et des recherches sur les formes originelles de l'art. Et en fait, il s'est rendu compte que nous, on n'avait rien inventé et que toutes les formes, on les trouvait directement dans la nature, en fait, grâce à ces recherches. Donc voilà, la pièce que je vous ai montrée tout à l'heure en séchage, ben, on a la suite ici. Donc là, je travaillais dans mon salon et non pas dans l'atelier. J'étais en train de réaliser le dessin, donc voilà, j'essaye de trouver comment je vais faire passer un petit peu mes formes sur mon hobby, puisque je voulais pas du tout attaquer le duramen. Donc ça, c'est une contrainte, mais qui m'intéresse, puisque chaque pièce est différente. J'aurai jamais le même résultat sur toutes mes pièces. Et pour éviter les erreurs, je vais noircir un petit peu les zones qui seront ajourées par la suite. Ici, j'avais déjà commencé à travailler un petit peu en sculpture. Alors pourquoi je dis que je travaille dans mon salon? Ma femme dit rien, j'ai de la chance. Tant que je sors pas le Dremel et que je commence pas à poncer. Quand on fait de la sculpture, en fait, on réalise des copeaux, c'est vraiment des outils de coupe. Et donc, c'est très facile avec une balayette de ramasser les copeaux pour les nettoyer. Par contre, si je commence à racler, poncer ou à sortir le Dremel, là, ça va être le divorce assuré. Donc une fois que j'ai réalisé mon dessin, je vais utiliser des gouges de sculpture, donc traditionnelles, des outils à main. Ici, c'est l'un des outils préférés, celui que j'utilise le plus. On appelle ça un burin. Donc le burin, c'est un outil avec une forme de V. On le voit ici sur la photo. Et cet outil-là, en fait, il va me permettre de positionner en fait toutes les lignes de la composition. En fait, on peut faire de la ligne droite, on peut faire de la ligne courbe. Et on peut même l'utiliser sur le champ comme si c'était un petit ciseau à bois. On n'est pas obligé d'utiliser le V du burin, en fait. Donc c'est un outil qui est extrêmement polyvalent, mais qui est relativement difficile à affûter, puisque à la formation des deux, là où vous avez les deux ailes en fait qui se rencontrent, vous avez un excédent de matière puisqu'elles sont assemblées. Et donc du coup, si on meule cet outil sans faire trop attention, on va avoir la formation d'un break qui va se générer ici. Ça vous fait une petite pointe. Et cette petite pointe, il faut réussir à l'enlever à l'étape de meulage, puisqu'il aura tendance à piquer le bois et à arracher les fibres avant que les deux ailes ici, votre tranchant, votre taillant, viennent trancher les fibres. Et c'est un outil, quand on maîtrise l'affûtage, il est vraiment, vraiment excellent. Donc là, j'ai mis une photo en gros plan. En fait, on voit qu'on a des éléments de dessin, des parties qui ont été noircies pour pas se tromper. Et là, j'ai travaillé uniquement avec mon burin et avec des petites gouges plates. Donc, les petites gouges plates, en fait, le burin me permet de cerner les motifs, de placer le contour, la silhouette, si vous préférez. Et les petites gouges plates vont me permettre d'enlever un petit peu de matière pour donner l'impression que cette forme-ci passe dessous. Puis ici, je vais enlever un petit peu de matière ici, je vais en enlever un petit peu ici pour donner l'impression que celle-ci après passe au-dessus. Et le travail, il est rythmé comme ça en fait en permanence. À la suite de ça, en fait, je vais commencer à travailler donc toutes les parties ajourées. Ça veut dire que je vais utiliser une perceuse, je vais faire différents perçages qui vont se succéder en fait. Et après, je vais utiliser une petite râpe rotative, une fraise râpe en fait, qui sert à découper du carrelage et de la faïence normalement. En fait, cette petite fraise, elle me permet en fait de reprendre tous les contours des parties en fait qui sont ajourées pour minimiser le travail de finition. Donc là, on voit que le travail commençait à aboutir. Voilà, ce que ça donne, ça c'est quand je réalise les perçages. Donc en fait, j'essaye de travailler avec différents diamètres pour aller le plus loin possible. Ça me permet vraiment de gagner du temps. Et en précision. Et quand on a des zones qui sont un petit peu trop exiguës, je m'abstiens de le faire ou je refais une passe avec des forêts encore plus petits après par la suite. Donc là, j'étais en train de travailler chez moi sur une pièce. On voit l'étau à rotule qui est ici. J'avais ma visseuse, j'avais réalisé différents perçages et puis je commençais à les reprendre avec ma petite fraise. Alors, on voit pas la fraise là, mais je l'ai mis dans le diaporama après. Donc là, c'était un moteur de fraisage, c'était un petit Dremel suspendu avec un flexible. Et donc je travaille la pièce petit à petit, c'est-à-dire je vais faire quelques perçages, je vais faire une zone et puis après j'ouvre toute ma zone. Sauf que là je peux pas aller chercher des angles très très précis avec une fraise qui est ronde, c'est impossible, donc je suis obligé de retravailler tout ça par la suite. Ça c'était au début quand j'avais pas encore l'étau à rotule et que je travaillais dans mon salon, donc j'avais la pièce sur les genoux, ce qui d'un point de vue sécurité n'est pas exceptionnel. Et je la calais contre la table de la cuisine avec mes gouges positionnées au-dessus. Et donc là, je commençais à travailler les motifs sculptés en alternant les outils.
Ici, on est sur une autre pièce, mais toujours sur sur le même schéma, le même genre de motif, donc avec des formes qui passent dessus et dessous. Ce qui est important de savoir, en fait, pour ce travail, c'est que plus votre pièce, plus votre tournage, en fait, il a été réalisé finement, plus il est régulier et plus c'est facile après de faire la sculpture. Plus c'est épais, plus ça va être compliqué, puisque la partie la plus difficile, finalement, c'est pas de réaliser la sculpture, mais c'est d'aller chercher les champs, en fait, la tranche sur le côté. Je ne peux pas, en fait, travailler avec mes gouges verticalement, puisqu'il n'y a plus de matière à l'intérieur, et donc ça va faire des éclats, des arrachements. En revanche, je peux utiliser les petites râpes Ryu, par exemple, de chez Ryu, les râpes aiguilles, moi je les utilise, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. J'ai essayé plein de choses, des abrasifs, collés sur des petites planchettes, sur des bâtons à glace que je taillais, que je passais au lapidaire. Pour vraiment trouver quelque chose d'intéressant, j'ai essayé des petites limes à bois, j'ai essayé des petits rifloirs, les râpes aiguilles. C'est vraiment, vraiment ce qu'il y a de mieux. J'ai pas trouvé mieux et il n'est pas question d'en changer. Donc la fameuse râpe rotative, voilà, c'est celle-ci, râpe rotative de marque Proxon. Là, je fais un petit peu de pub, mais pour moi, c'est celle qui va le mieux. Il existe d'autres modèles, mais qui sont beaucoup plus agressifs et qui ne sont pas adaptés en fait à ce genre de finesse. Ça accroche trop fort et en fait, on a tendance à perdre le contrôle. Alors que celle-ci est très maniable. Vous avez aussi une denture ici sur l'extrémité, ce qui vous permet, vous pouvez même percer avec et ensuite vous pouvez commencer tout de suite votre chantournement, ce qui est assez intéressant. Donc les fameuses râpes Ryu que j'utilise pour ce travail, en fait, donc elles sont piquées main. Vous avez les fameuses râpes aiguilles qui sont ici. Donc c'est une piqûre de 14, c'est pas la plus fine parce qu'on peut aller jusqu'au 15. Et ça c'est une râpe effilée en 150, si je dis pas de bêtises, et piqûre de 15. Donc ça c'est vraiment pour avoir une finition ultime. Vous n'avez pas besoin de repasser au papier de verre derrière. Donc voilà quelques exemples avec les rifloirs en situation où on voit que je retravaille soit les parties arrondies, soit les angles directement avec. Et je vous ai remis un exemple des piquets que j'utilise ici. Le fait de travailler aussi sur un étau, ça c'est très très important. C'est ce qui vous permet vraiment ça vous permet de travailler en sécurité en sculpture. Quand on fait de la sculpture avec des gouges, on a besoin d'avoir des bons points d'appui et l'étau rotule, en fait, vous allez positionner directement vos mains sur la pièce avec la gouge pour prendre appui, pour avoir un bon contrôle. Si vous êtes avec vos gouges comme ça directement sur votre pièce, vous allez tout casser. Donc c'est vraiment important de trouver des bons appuis. Et l'étau à rotule, comme c'est une sphère, en fait, vous pouvez vraiment tourner la pièce dans tous les sens. C'est quelque chose qui est très 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 confortable et qui est même devenu indispensable. Quand j'en arrive à l'étape de finition, en fait, pour minimiser le travail de ponçage, je vais déjà avoir une étape de raclage, c'est-à-dire que ici j'ai réalisé, alors, sauf celui-ci, mais j'ai réalisé en fait tout un panel de racloirs de sculpteurs, c'est des racloirs de forme qui sont faits dans des lames de ruban qui ont été réformées, c'est-à-dire que je récupère des lames de ruban, je vais les meuler en fait à la forme qui m'intéresse sans les bleuir, ça c'est important. Et ensuite, je vais les affiler comme on va affiler un racloir d'ébénisterie. Donc évidemment, les racloirs, il va falloir les utiliser. Comme ils sont tout petits, en fait, je peux vraiment les utiliser sur les modelés qui sont ici, sur la mise en forme qui est ici. Mais il faut respecter le sens du fil. C'est-à-dire que le sens du fil sur une sphère, alors là, on voit pas trop parce que c'est une loupe. Là, on voit plus parce qu'il y a de la peinture. Et j'ai pas de tableau pour dessiner. Mais si vous avez le cœur de l'arbre par exemple qui est ici, que le fil est dans ce sens-là, sur cette zone-là, en fait, vous pouvez racler dans cette direction, mais vous ne pouvez pas racler dans celle-ci, puisque vous allez vous retrouver à contre-fil et vous n'aurez pas un bel état de surface. Et sur une fer, c'est valable un peu dans toutes les orientations, toutes les dimensions. Donc voilà, là j'ai essayé de faire un gros plan, mais de réduire un petit peu les fichiers pour pas que le diaporama soit trop lourd. Alors du coup c'est un petit peu pixelisé, mais ça vous donne un exemple en fait du niveau de finition qu'on peut atteindre. Et on peut même s'amuser après avec des petites gouges creuses à accentuer un petit peu le relief, à le renforcer. Donc ça c'est clairement une forme inspirée de l'Art Nouveau, puisqu'on retrouve ces lignes en coup de fouet qui étaient caractéristiques du style. C'est vraiment un style que j'adore. Alors pour le ponçage, ça c'est vraiment une étape, j'ai horreur du ponçage, je déteste faire ça, pourtant c'est hyper important. Mais du coup j'utilise ce que j'appelle une petite poncette en fait, donc c'est une petite ponceuse vibrante avec des tout petits patins.
qui sont vraiment tout petits. Ça doit faire 1 cm de largeur ici. Et en fait, vous pouvez régler l'intensité des vibrations avec le variateur qui est ici. Et donc, ça vous permet vraiment d'aller chercher. On a plusieurs embouts comme ça qui s'adaptent. Ça permet vraiment d'aller chercher dans les tout petits coins, les endroits inaccessibles. Quand vous pensez ce genre de travail à la main, à la fin de la journée, vous avez mal aux doigts. Parce qu'il faut plier les abrasifs sans arrêt. C'est vraiment un travail qui est très long. Alors ici, quelque chose que je voulais présenter aussi, c'est toute la partie texture. Et je vais en présenter qu'une toute petite quantité, puisqu'il en existe beaucoup. Le travail au pyrograveur. Ici, sur cette pièce, qui est présentée là-bas aussi, encore une fois sur le stand Ryu, j'avais le cœur de cette pièce qui était situé ici. Et ça, c'est vraiment une partie qui est très compliquée à sculpter avec des couches de sculpture, puisque vous êtes sur du bois debout. C'est pas agréable, ça a des affûts, et puis en général, on a du mal à obtenir quelque chose de propre, même avec des outils qui tranchent parfaitement bien. Donc tout le motif qui est ici, là, qui a déjà été teinté en fait sur cette photo, il a été sculpté mais avec un pyrograveur. C'est-à-dire qu'avec le pyrograveur, en réglant l'intensité des pannes que vous utilisez, vous pouvez brûler le bois et le creuser plus ou moins en profondeur. C'est-à-dire que vos pannes, vous pouvez carrément les faire rentrer dans la matière et vous pouvez même percer la pièce si vous voulez. Là, les perçages, ils ont été percés directement au pyrograveur, mais c'est complètement assumé. Je voulais vraiment creuser la pièce et, comme en sculpture sur bois, créer différents plans, différents niveaux, en fait. Donc, on a bien des formes qui sont dessus, d'autres qui sont dessous. J'aime beaucoup travailler cette différence. Donc, au niveau des textures, voilà, je parle de pyrograveur. On peut faire des textures par fraisage avec des petites fraises ou on va faire juste une répétition d'impact, par exemple. On peut utiliser le sablage qui peut être projeté dans des cabines en général qui vont avoir tendance à creuser la veine plus tendre du bois. Si on l'utilise par exemple sur du séquoia ou sur du Douglas où on a vraiment des veines qui sont très distinctes au niveau densité, on va avoir un relief qui va se dessiner. Et donc par répétition d'impact, là c'est tous les coups qu'on peut mettre sur une pièce. C'est-à-dire que, par exemple, Thierry Berthéaz, dans le cadre de son travail, il a différents marteaux sur lesquels il a carrément taillé des formes et il va carrément mettre des coups de marteau pour imprimer un motif par compression dans le bois, imprimer des formes dans le bois, qui va ensuite peindre et mettre en valeur. Donc c'est aussi un moyen de faire de super textures. Donc au niveau des textures, on peut envisager tout et n'importe quoi. Un tournevis cruciforme peut vous faire une texture. On peut utiliser un tube, on peut utiliser des lettres à frapper, des chiffres à frapper, tout est possible. Là, ça dépend de votre imagination après. Là, cette photo, je voulais la mettre puisque c'était un exemple du travail à la pyrogravure, mais on n'a pas encore commencé le travail de coloration, donc on se rend compte que tout est brûlé, tout est noir, et là, ça a juste été brossé pour enlever les résidus en fait de carbone. Là, j'avais commencé à essayer de faire une texture comme si c'était de la mousse un petit peu verte, pour donner l'impression d'une graine ou d'une pièce de bois qui a subi l'épreuve du temps, qui a été à l'humidité, et puis qu'on a de la mousse qui est apparue. Toujours pour les textures, ici, on a un outil qui s'appelle un sabloir, qu'on peut aussi fabriquer. En fait, c'est un outil qui va vous faire une texture granitée qu'on voit ici. Donc, en fait, c'est juste des petites dents qui ont été faites dans un fer. Et ça, vous pouvez les faire avec un tiers-point en croisant les couches. C'est-à-dire que vous allez une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Et ça vous permet de réaliser ce genre de texture qui va renforcer la coloration. Alors là, c'était pour finir le diaporama. J'ai mis quelques pièces qu'on a fait en collaboration avec un copain qui s'appelle Laurent Brukin. Donc lui, il est plutôt zingueur, mais il fait aussi des pièces artistiques. Cette pièce-là, elle avait été tournée sur le tour. Elle a été creusée et vidée derrière avec des disques à sculpter pour laisser juste une paroi à sculpter là. Et tout le reste, ça a été habillé avec du zinc. C'est du zinc en fait qui a été, c'est un travail de dinanderie donc qui a été préparé dessus. Ça c'est la pièce que vous avez sous les yeux que vous pouvez venir voir, donc je ne veux pas m'attarder dessus. Celle-ci, je voulais en parler aussi, un ballon de football américain que j'ai appelé PAF parce qu'il a éclaté. C'est une pièce en érable et uniquement en érable. Et pour faire la texture ici de ballon, en fait, c'est juste un clou que j'ai mis sur le tour à bois que j'ai coupé et avec une fraise au diamant, en fait, j'ai creusé une empreinte en forme de demi-sphère à l'intérieur. J'ai mis une poignée et chaque petit rond, en fait, c'est l'impact de l'outil en fait qui a été martelé dans le bois. C'est ce que je vous expliquais. On peut écraser la matière.
Et là, du coup, j'ai juste griffé en fait la corde pour renforcer l'effet textile. Mais c'est bien la même pièce de bois qui a été, c'est de l'érable. Donc il y a même la petite valve là qui a été sculptée. Là, par contre, j'ai triché un petit peu. Ça, c'est un graveur laser chinois que j'ai posé dessus. J'avais imprimé mon texte. Cette pièce, je voulais en parler, c'est pareil, c'est du marronnier qui a été sculpté, mais qui a été sculpté dans le noir. Donc, elle est ébauchée sur le tour à bois, et j'ai travaillé dans le noir pour avoir quelque chose de très très fin. C'est-à-dire que quand je mets une lumière dedans, c'est tellement fin que la lumière passe à travers. Donc, ça me permet d'avoir une pièce fine, et comme elle est fine, elle va se déformer en séchant sans casser. Donc, presque la dernière. Ça, c'est une pièce. Je suis parti d'une planche, puis j'avais tourné cette pièce. Alors, au début, ça me faisait penser à une roue de vélo. Ça marchait pas du tout, je l'assumais pas du tout, donc je l'ai complètement déstructuré avec des fraises pour casser un petit peu cet effet. Et là, il n'y a pas du tout de métal, c'est une imitation, en fait, c'est du bois sculpté en fait pour imiter la rouille, mais ça, moi, j'ai rien inventé. C'est Hubert Landry qui a bien voulu me présenter cette technique et je l'ai mis en application sur une de mes pièces. Hubert Landry, c'est pareil, il est là, il est sur le salon, donc je voulais vous la présenter. Donc tout est déstructuré avec une fraise et la grappe qui est à l'intérieur, tous les grains qui sont ici, en fait, c'est aussi sculpté à l'intérieur, c'est pas rapporté, il n'y a pas de collage. C'est-à-dire que les grains, là, ils sont aussi obtenus par fraisage, pas avec les gouges de sculpture. C'est des fraises cloches qu'on utilise chez les bijoutiers, en fait, donc vous avez une empreinte négative et quand vous fraisez, en fait, le copeau ne peut pas s'évacuer et on est à mi-chemin entre le fraisage et la pyrogravure, puisqu'elles ont tendance à chauffer, à brûler, et ça vous permet d'obtenir ce genre de détails. Voilà un exemple de texture. Et comme je commence à avoir faim et qu'il va bientôt être l'heure d'aller manger, j'avais fait ce saucisson. C'est un coffret à cigares en fait. J'aime bien tout ce qui est absurde. Donc ça, c'est un coffret à cigares qui est fileté, qui se dévisse. Et donc tout est sculpté, c'est-à-dire que les bagues en alu sont sculptées, c'est du buis. Le filet est sculpté, l'étiquette est sculptée, et en fait il s'ouvre ici là. Donc je vous ai mis d'autres photos pour vous montrer quand il est ouvert avec le cigare à l'intérieur. Je dis que j'aime bien les trucs absurdes. J'imagine la personne qui va prendre son coffret à cigares dans la poche pour le protéger. Et voilà l'étape en buis en fait quand j'ai commencé à sculpter le travail. Là maintenant ça me donne faim, je pense que je vais aller manger. Merci à vous, merci pour votre attention, j'espère que ça vous a plu. Merci. Merci Hubert.